Depuis les années 60, des bénévoles et des salariés du GMB récoltent des pelotes de réjection de l'effraie des clochers afin d'être analysées ensuite pour connaître les espèces qui ont été consommées par la chouette effraie. Or, on sait que la chouette effraie consomme en majorité des micro-mammifères, qu'elle a un comportement de chasse opportuniste et qu'elle chasse dans un périmètre restreint d'environ 2,5 km. Donc ça voudrait dire que le nombre de proies dans les pelotes qu'on a analysées pourrait être représentatif des populations de micro-mammifères. Donc on va voir si cette méthode d'analyse de pelotes de réjection pourrait constituer un outil de suivi des populations de micro-mammifères en Bretagne. Donc dans le jeu de données qu'on avait à disposition, on avait à la fois les données d'analyse de pelotes de réjection de l'effraie des clochers qui ont été réalisées par le GMB, mais on avait également des données d'un analyseur unique et indépendant, donc c'est François CIT qui a réalisé ses propres récoltes et ses propres analyses et qui a mis à disposition ces données. Donc au total, on avait 26 795 données réparties sur 2105 localisations en Bretagne. Chaque ligne du tableau, ça correspondait à une espèce qui a été retrouvée dans un lot de pelotes. Un lot de pelotes, on l'a défini comme les pelotes qui ont été récoltées sur un même site et à la même date. Et puis dans ce tableau, j'avais des informations sur la collecte, donc le site de collecte, la date de collecte, le nom du collecteur, etc. Et des données sur l'analyse des pelotes, donc le nom de la personne qui a réalisé l'analyse, la date d'analyse, le nom de l'espèce analysée, la famille de l'espèce, etc. Et enfin, on avait donc le nombre de crânes qui a été retrouvé, donc à la fois dans les pelotes fraîches et à la fois dans les fonds de sac. Donc les pelotes fraîches, c'est ce qu'on appelle aussi pelotes strictes. Donc ce sont les pelotes entières de couleur foncée. Et puis les fonds de sac, ce sont du coup les pelotes qui ont commencé à se désagréger et à pâlir. Avec Franck, on a également rajouté des variables qui correspondaient donc à la période. On a défini 3 périodes avec Franck, donc une période 1 avant 2000, une période 2 entre 2000 et 2014 et une période 3 après 2015. Et puis on a rajouté donc le nombre de proies, qui est le nombre de crânes total retrouvés dans un lot de pelotes, et le nombre d'espèces, donc ce qui est le nombre d'espèces différentes retrouvées dans un lot, que ce soit des micro-mammifères ou non. La figure 1, ça représente la répartition du nombre de proies par période. Donc ce sont des diagrammes qu'on appelle boîte à moustaches. Donc la ligne noire, c'est la médiane. Et puis les limites du rectangle, ce sont le premier quartile et le troisième quartile. Donc ce qu'on peut voir sur la figure 1, donc déjà pour commencer, à droite, on a retiré les valeurs extrêmes, donc pour que ce soit plus lisible. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que on a légèrement des plus gros lots en période 1. Et puis ensuite la figure 2, du coup c'est la répartition du nombre de proies par département. Et puis on peut remarquer qu'on a globalement des tailles de lots similaires en fonction des départements. Donc ensuite j'ai décidé de représenter les lots de pelotes sur des cartes pour que ce soit plus visuel. Donc chaque point c'est un lot de pelotes. Et puis les couleurs correspondent à la taille de ce lot de pelote, donc c'est-à-dire au nombre de proies qui ont été trouvées dans ce lot de pelote. Donc j'ai choisi les couleurs en fonction des boîtes à moustaches que je vous ai montrées précédemment. Donc la couleur bordeaux, ce sont des lots de pelotes dont la taille est comprise dans la branche supérieure de la boîte à moustaches. Couleur rouge, c'est entre la médiane et le troisième quartile. Couleur orange, entre la médiane et le premier quartile. Et couleur jaune, la branche inférieure. Donc dans la figure 3, donc c'est le nombre de proies récoltées par lot de pelote en période 1. On peut remarquer donc du coup qu'il y a eu beaucoup de récoltes au même endroit, donc entre les Côtes d'Armor et le Morbihan. Donc on remarque ça parce qu'il y a une concentration de points à cet endroit-là. Et puis c'était des récoltes de gros lots, puisque des points sont de couleur bordeaux, donc ça veut dire des lots de grosse taille avec beaucoup de proies retrouvées dans ces lots. En période 2, donc ce qu'on peut voir dans la figure 4, c'est que en période 2, il y a eu une plus grande répartition de la récolte des pelotes, parce qu'on voit des points qui sont mieux répartis qu'en période 1. Et puis ça correspond
ça coïncide avec la création de l'Atlas des mammifères bretons qui a été réalisé par le GMB. Donc pendant cette période, il y a eu un plus gros effort de récolte. Et donc ça se voit assez bien dans le jeu de données. Et enfin, donc, dans la figure 5, on voit le nombre de proies récoltées par l'eau de pelote en période 3. Et du coup, pareil, on remarque qu'il y a une zone qui a été dans laquelle il y a eu plus de récoltes que les autres. Donc c'est entre le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Et puis on remarque également que c'était des gros lots parce que, pareil, ils sont colorés en bordeaux. Donc ce qui veut dire des lots avec beaucoup de proies analysées dedans. Donc après la partie descriptive, on va passer à la réelle analyse de ces données. Et on a choisi, pour suivre les populations de micromammifères, d'utiliser comme variable l'abondance relative, parce qu'elle était plus adaptée à notre jeu de données. Donc l'abondance relative, c'est le rapport du nombre d'individus d'une espèce ou d'une catégorie sur le nombre total d'individus. Donc en l'occurrence, ici, on a AR, donc abondance relative, égale à NI sur N fois 100. Donc avec NI, le nombre d'individus de l'espèce I retrouvé dans un lot de pelote, et grand N, le nombre total d'individus retrouvés dans le lot. Et ici, on comptera uniquement les micromammifères. Et on s'est posé comme question, est-ce qu'on utilise seulement les crânes retrouvés dans les pelotes strictes, ou est-ce qu'on utilise également les crânes qui ont été retrouvés dans les fonds de sac? Donc notre variable d'intérêt, c'est l'abondance relative, donc c'est notre variable réponse. Et puis nos variables explicatives, donc ce sont les variables qui vont impacter cette variable réponse. Donc on a l'année, c'est celle qui nous intéresse le plus puisqu'on va avoir une variation de l'abondance relative en fonction des années. Mais on a également d'autres variables comme le site de collecte, la longitude, la distance au trait de côte, et puis la personne qui a réalisé les analyses, donc le déterminateur. On a défini le site et le déterminateur comme des effets aléatoires, puisque ces variables ont un effet sur l'abondance relative qui leur est propre et qui est aléatoire. Et puis l'année, la longitude et la distance au trait de côte, on les a définis comme des effets fixes, puisqu'ils ont un effet qui est défini sur l'abondance relative. Donc c'est un effet qui est précis et qui est spécifique et puis qui est reproductible dans toute la population. Donc comme on a des effets qui sont fixes et des effets qui sont aléatoires, on a dû utiliser donc des modèles statistiques qu'on appelle modèles linéaires mixtes. Donc en rouge, j'ai mis les effets qui étaient fixes et en orange, les effets qui étaient aléatoires. Et puis en vert, on a la variable réponse qui est l'abondance relative. Donc ensuite, family égale n binôme 2, c'est ce qu'on a défini grâce à l'histogramme de la répartition de l'abondance relative en fonction des espèces. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 3 modèles en rajoutant au fur et à mesure des variables explicatives. Et donc, dans le modèle 1, du coup, on n'a que l'année et le site. Dans le modèle 2, on a l'année, la longitude, la distance au trait de côte et le site. Et dans le modèle 3, on a rajouté le déterminateur. Donc ça, c'est parce qu'on a découvert au fur et à mesure des analyses qu'il y avait d'autres variables qui pouvaient impacter l'abondance relative. Donc ensuite, on a analysé chacun de ces modèles pour chaque espèce de micromammifère. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc pour chaque modèle, on a toutes les variables explicatives. Donc les effets aléatoires ont simplement des étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus l'effet est significatif. Et pour les variables fixes, on a également un coefficient positif ou négatif donc devant les étoiles. S'il est négatif, ça veut dire que l'abondance relative et cette variable varient de manière opposée. Donc par exemple, ici on va prendre pour la musarine pygmée et le modèle 3, on va voir qu'il y a un effet du site, un effet de l'analyseur, un effet de l'année de collecte et un effet de la longitude. Et puis on a un signe moins devant l'année de collecte et devant la longitude, devant les coefficients de l'année de collecte et de la longitude. Ce qui veut dire que plus les années augmentent, plus l'abondance relative de la musarine pygmée diminue. Et puis l'abondance relative augmente vers l'ouest. Et ça, on voit ça avec le moins devant le coefficient de la longitude. Et puis il y a également les données
données AIC et BIC, qui sont des critères qui montrent l'ajustement du modèle aux données. Donc j'ai mis en vert le modèle qui était le plus ajusté aux données. Donc c'est celui qu'on va prendre en compte. Et puis donc je vais vous faire un petit résumé des résultats qu'on a obtenus pour chaque espèce. Donc la musaraigne couronnée, on remarque que l'abondance relative de la musaraigne couronnée diminue avec le temps et augmente vers l'ouest. Et il y a un effet aléatoire de l'analyseur. Pour le crossop aquatique, l'abondance relative de la crossop aquatique, je me suis trompée, diminue avec le temps, augmente vers l'ouest et augmente vers les terres. Donc ça, c'est parce qu'il y a un plus devant le coefficient de la distance au trait de côte. Et il y a également un effet aléatoire du site, mais pas de l'analyseur. Donc pour la crocodile low-code, l'abondance relative augmente vers l'ouest et augmente vers les terres. Il y a un effet aléatoire du site de collecte et de l'analyseur. Cependant, l'abondance relative semble être stable dans le temps. Donc on n'a pas de variation significative des populations de crocodile low-code dans le temps. Pour la crocodile des jardins, on a une diminution de l'abondance relative avec le temps. Et il y a un effet aléatoire du site de collecte. Pour la crocodile musette, l'abondance relative augmente avec le temps, augmente vers l'est et augmente vers les côtes. Et il y a un effet aléatoire de l'analyseur. Et enfin, pour le campagnol roussâtre, l'abondance relative augmente vers l'ouest. Il y a un effet aléatoire du site de collecte et de l'analyseur. Cependant, l'abondance relative semble être stable dans le temps. Et oui, et donc juste, on voit que pour la crocodile des jardins, qu'il y a un modèle qui est en rouge. Donc c'est des critères qui ne semblent pas du tout ajustés aux données parce qu'on a un AIC et un BIC qui sont écrits ENA, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse. Donc comme j'ai dit, ça veut dire que ce modèle n'est pas du tout ajusté aux données et que par exemple, il peut y avoir un effet aléatoire de l'analyseur totalement inexistant. Donc ça rend ce modèle inutilisable. Donc ensuite, on peut remarquer que l'abondance relative du campagnol agreste augmente avec le temps et augmente vers l'ouest. Il y a un effet aléatoire de l'analyseur. Pour le campagnol des champs, on a une abondance relative qui augmente avec le temps et qui augmente vers l'est. Il y a un effet aléatoire du site de collecte et de l'analyseur. Pour le campagnol des Pyrénées, on a une abondance relative qui semble stable dans le temps. Et puis, il y a un effet aléatoire du site de collecte. Et pour le campagnol souterrain, on a une abondance relative qui diminue avec le temps et augmente vers l'ouest. Et on a un effet aléatoire de l'analyseur. Et enfin, dernière partie du tableau, pour le mulot sylvestre, on a une abondance relative qui augmente avec le temps et qui augmente vers l'ouest. Et il y a un effet aléatoire de l'analyseur. Pour le rat des moissons, on a une abondance relative qui diminue avec le temps et augmente vers l'ouest. Et il y a un effet aléatoire du site de collecte et de l'analyseur. Pour la souris grise, on a une abondance relative qui diminue avec le temps. Il y a un effet aléatoire du site de collecte et de l'analyseur. Et pour le muscardin, on a une abondance relative qui semble être stable dans le temps. Et il y a un effet aléatoire du site de collecte. Donc l'utilisation de ces modèles statistiques possède quelques limites qu'on va voir ensemble. Donc la première, elle réside dans le fait de l'utilisation de l'abondance relative. Parce que les abondances relatives des autres proies impactent l'abondance relative de l'espèce étudiée. Donc par exemple, même si on a une espèce étudiée dont la population est stable dans le temps, on va avoir des variations de son abondance relative à cause des variations des abondances relatives des autres proies. Ensuite, on a une récolte des lots de pelote qui est non homogène selon les sites et les périodes. Donc ce biais, il est légèrement diminué par le fait qu'on ait mis en variable explicative aléatoire le code site, donc le site de récolte. Donc ça va venir légèrement diminuer l'influence du site de collecte sur l'abondance relative. Une autre limite vient du fait que de nombreux déterminateurs ont été indiqués comme anonymes dans le jeu de données. Et donc ça biaise les résultats du modèle 3. Donc ce qu'on peut conseiller aux récoltes de pelotes de réjection dans le futur, c'est de bien indiquer le déterminateur dans le jeu de données. Et puis enfin, pour améliorer la précision des modèles,
il aurait fallu ajouter d'autres variables explicatives qui pourraient être intéressantes, comme par exemple des variables sur la structure et l'écologie du site étudié. Donc malgré les limites exposées précédemment, l'analyse de pelote de réjection de l'effet des clochers apparaît comme un outil prometteur pour suivre les populations de micro-mammifères parce qu'on obtient tout de même des résultats. On a des abondances relatives qui varient en fonction du temps et qui varient en fonction de différents facteurs comme la position du site géographique où elles ont été récoltées et de l'analyseur. Des études futures pourraient approfondir ces résultats en utilisant d'autres modèles statistiques ou en incluant d'autres variables dans les modèles statistiques. Merci de m'avoir écouté.